Bienvenue dans notre émission de 11h qui parle du CES 2025. Aujourd'hui, nous vous présentons une entreprise qui redéfinit l'avenir de l'analyse de données, TIMI. Avec des solutions innovantes et accessibles, TIMI aide les entreprises à exploiter la puissance des données pour prendre des décisions stratégiques et agiles. Nous aurons également la chance de discuter avec Daniel, membre de l'équipe TIMI, qui nous partagera leur vision unique de l'innovation dans l'analytique et l'intelligence artificielle. TIMI propose une suite d'outils qui transforment la manière dont les entreprises gèrent leurs données. 1. Anatella, une solution ETL ultra rapide pour manipuler de grands ensembles de données en un temps record. 2. Modelé, un moteur d'auto-apprentissage qui crée des modèles prédictifs précis et exploitables. 3. Stardust, une plateforme de visualisation immersive permettant d'explorer les données en 3D et en réalité virtuelle. 4. Kibela, un tableau de bord interactif et personnalisable pour suivre les performances en temps réel. Pour mieux comprendre ce qui rend TIMI si spécial et ce qui les motive, écoutons maintenant Daniel, membre de l'équipe TIMI, qui partage leur vision et les ambitions de l'entreprise. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors là on est chez TIMI, mais l'idée c'est de savoir pourquoi TIMI, l'ADN de TIMI, son histoire, et puis surtout ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire demain. Donc je te laisse la parole. Ok, ben voilà. L'histoire de TIMI, elle a commencé en 2007, donc dans le monde analytique, on est assez vieux. Et ce que voulait faire le fondateur, c'était des modèles prédictifs automatisés qui soient les plus performants du monde pour réussir à gagner des concours. En gros, c'était son intérêt, c'était son dada, c'est ce qu'il adorait faire. Et contre toute attente, il a réussi. Il a développé un algorithme qui va à une vitesse vertigineuse, qui arrive à traiter des millions de lignes, des milliers de colonnes, et ajuster un modèle en très peu de temps sans avoir besoin de distribuer sur des énormes clusters. Il avait réussi à vendre ça à Bouygues Telecom à l'époque. C'était son premier client qu'il avait maintenu pendant des années. Et puis quand il essayait de vendre à d'autres, les entreprises répondaient « Ouais, c'est sympa, je peux faire mon modèle en 2 jours, mais il me faut 3-4 mois pour actualiser mes données, je vais faire quoi pendant 3-4 mois alors? Je perds mon temps. » Et donc il a dit « Ouais, c'est pas con. » En fait, donc le problème, c'est pas les modèles, c'est préparer les données. Et donc il s'est focalisé après ça vers 2009-2010 sur le développement d'un logiciel de traitement de données qui soit plus efficace et qui n'ait pas besoin de dépendre des infrastructures des entreprises. Parce qu'il avait observé qu'à chaque fois qu'il travaillait comme consultant chez un client, il avait une bonne idée de création de modèle et on lui disait non, tu lances pas ça sur mon SQL, tu vas tuer le serveur. Alors il disait donc ça peut pas être sur le serveur, ça doit être sur ma machine elle est pas si puissante, je dois bien faire les choses. Et donc il a tout recréé depuis zéro pour traiter les données plus efficacement. Et il a créé un logiciel qui s'appelle Anatella, qui est un logiciel de ETL, ça veut dire Analytical ETL. Et aujourd'hui, c'est le logiciel le plus performant qu'il y a au monde. On arrive à traiter des milliards de registres en question de secondes sur un simple laptop. Donc ici à côté, j'ai mon laptop, c'est un laptop i5 avec 16 Go de RAM et je traite 1,3 milliard de lignes en 42 secondes. D'accord. Sur mon PC à la maison, j'ai un i9, il est vachement mieux, je prends 28 secondes. Et quand on a la capacité de calcul comme ça, tous les problèmes analytiques disparaissent seuls en fait. Et on voit aujourd'hui qu'il y a 2 problèmes principaux qui sont en train d'émerger dans le monde analytique et dans le monde de la data science. Le premier est un problème de souveraineté des données. Donc on est obligé de mettre des données sur les clouds qui ne sont pas aussi bien protégés ou sur lesquels on n'a pas un contrôle en termes légaux, par exemple pour une institution. Mais nous, le problème disparaît parce que je peux mettre ça sur un serveur en interne et ça va calculer plus vite que ce que ça le ferait sur un cloud. Parce que nos technologies sont faites en langage vraiment de très bas niveau. On fait du C, on fait du C++, on fait de l'assembleur. Je pense qu'on est les seuls sur le marché à continuer à utiliser ces technologies. Et donc on permet de traiter les données locales. Et un deuxième problème, qui moi en tant que data scientist me parle plus, c'est qu'un bon data scientist c'est celui qui pose beaucoup de questions. Quand la question coûte 10 000 $, on ne peut pas poser beaucoup de questions. Et donc les questions deviennent très peu intéressantes et les modèles deviennent très peu performants. Et c'est pas parce que les gens sont pas bons, qu'ils n'ont pas la bonne idée, c'est que ça coûte trop cher. Notre solution a permis d'éliminer complètement le coût variable, parce que 5 personnes pour travailler sur la même machine sans aucun problème. Le bottleneck, c'est le goulot d'étranglement, c'est le processeur. Le disque, il y a une vitesse phénoménale, ils peuvent traiter les données ensemble, il n'y a pas besoin de terabytes de RAM. Et tous les problèmes en fait se résolvent seuls. Et on a quand même intégré complètement les écosystèmes open source, donc on peut intégrer du code R, intégrer du code Python qui va s'exécuter en parallèle sans aucun problème, de manière très très simple, tout très visuelle, c'est du drag and drop. Et
on essaye de changer un petit peu les paradigmes analytiques avec une vision différente. D'accord, parfait. Et alors, au niveau de la cyber, etc., vous avez j'ai trouvé une action assez forte pour protéger des données sensibles. Et ça, tu pourrais m'en dire un petit mot pour les institutions qui pourraient être intéressées par vos solutions? Bien sûr, on a 3 niveaux de sécurité à l'intérieur de l'outil. Donc d'abord, toutes les connexions à des bases de données sont complètement protégées et chiffrées, dont les mots de passe ne sont visibles à absolument aucun endroit, ils sont chiffrés dans le code. Typiquement, les scripts qui vont se connecter à la base de données sont également chiffrés. Donc uniquement les personnes autorisées à établir une connexion vont juste pouvoir voir le script de connexion, qui va alimenter un data lake dans lequel les données vont être chiffrées si elles sont trop sensibles. Donc par exemple, c'est un petit peu logique que j'ai avec un de mes clients en Colombie, qui est la DICIN, qui est l'équivalent de la police fédérale. Et donc certains officiers peuvent voir absolument tous les détails d'une personne. Un simple policier peut voir qu'une personne a eu que, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Donc la donnée est chiffrée dans une base de données, mais pas dans l'autre. Et donc à ce niveau-là, on arrive à faire quelque part une hiérarchie. Donc on a ce niveau de chiffrage à la connexion, ce niveau de chiffrage du script, et le chiffrage de masquage plutôt des données dans les bases. Et le gros avantage, c'est que ça ne sort pas des serveurs internes. Donc toutes les données sont sur le serveur, dans la cave, ou je ne sais pas où ils l'ont mis, personnellement j'en ai aucune idée, mais je sais qu'elle peut pas être très loin. Et ça n'a pas besoin de sortir sur un cloud, c'est complètement sécurisé. Et donc les seules personnes qui peuvent accéder aux données, c'est ceux qui sont à l'intérieur de l'immeuble, parce que les données ne sont pas ailleurs. C'est une super solution. Ok, et alors, Timmy, dans 2 ans, vous projetez où? Dans 2 ans, on projette, je pense, qu'on aura déjà pas mal de ventes ici en Amérique du Nord. On espère au Japon. On est en train de terminer un contrat avec un reseller là-bas. Continuer à accélérer les processus. Probablement, il va falloir mettre quand même quelques couches de LLM dessus, même si pour l'instant, je ne pense pas que ce soit vraiment un gain. Mais qui sait, peut-être que ça va s'améliorer. Et continuer à améliorer l'outil de manière systématique, de manière à le rendre plus robuste, plus rapide, plus accessible. Merci pour ton temps. Avec plaisir.